Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous êtes au bon endroit pour découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe tous les 15 jours des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Soyez curieux et bonne écoute. Je reçois aujourd'hui William Fauchou, juriste talentueux et start-upper. Il a créé Blockchain Your IP en 2016 afin de simplifier et automatiser la protection des créations de propriété intellectuelle. Il va nous expliquer le concept et comment fonctionne la sécurisation des créations avec la blockchain. Bonjour William. Bonjour Delphine. Ravi de t'accueillir sur le podcast Tout droit tout simple. Je suis super contente. On s'est vu il n'y a pas longtemps pour un bel événement sur l'innovation dans le domaine du droit. Et là, te voici sur le podcast. Donc, merci d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter et surtout nous dire un peu quel est ton parcours? Avec plaisir. Déjà, merci de m'inviter. Ça me fait super plaisir de venir sur ton podcast que je vois passer sur LinkedIn depuis un moment. Je pense que tu es la plus active dans le domaine français sur le sujet de la Legal Tech. Alors, mon parcours, moi en fait, j'ai fait du droit, mais j'ai toujours eu une sorte d'attirance pour la tech. Et j'ai toujours monté un peu des projets pendant mes études d'application. Et à un moment, je me suis dit en fait qu'il serait peut-être temps de joindre l'utile à l'agréable et d'essayer de faire quelque chose dans le domaine du droit, tu vois, et des études que j'ai envie de poursuivre. Et c'est comme ça en 2017-2016 que j'ai lancé Blockchain Your IP. Au début, l'objectif, c'était juste un side project pour m'amuser et puis pour renforcer un petit peu mon dossier faible pour obtenir un bon Master 2 en propriété intellectuelle. Et ça a fonctionné, parce que j'ai été pris à Pidan, c'était à Paris-Saclay, j'ai eu le Master que je voulais. Et puis pile poil à ce moment, c'est le moment où Bitcoin s'est complètement emballé. Et en quelques mois, on est passé d'un Bitcoin à 600 euros à 20 000 euros. Et donc tout le monde voulait nous rencontrer, au début plus par curiosité que par vraiment une envie d'implémenter la Legal Tech. Et je me suis dit, j'aurais pas une seconde chance, donc je vais mettre en suspens mon Master 2 et je me mets à plein temps sur Blockchain Your IP. Je reviendrai l'année prochaine si jamais ça plante. Et tu vois, finalement, je suis jamais revenu. Et donc, j'ai jamais rien fait d'autre que Blockchain Your IP dans ma courte carrière. Pas mal. C'est quand même... C'est pas donné à tout le monde quand même. Est-ce que tu peux nous expliquer avec ce parcours justement, parce que déjà, c'est quoi la blockchain? Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, de non-compréhension sur ce terme. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Bien sûr. Alors, la blockchain, c'est super simple. C'est une sorte de base de données qui va regrouper un ensemble d'événements qui se sont produits depuis la création de la base de données. Donc, dans le cas de Bitcoin, par exemple, qu'on connaît bien, ces événements, ce sont des transactions financières. Mais cette base de données, elle est un petit peu particulière. C'est pas comme un tableur Excel ou un Google Sheet où les données seraient ligne par ligne, les uns après les autres avec des numéros. Non, dans la blockchain, les données, elles sont regroupées dans des petits packages qu'on appelle des blocs, qui sont des groupes de transactions qui sont produits sur une plage de temps donné. En Bitcoin, c'est 10 minutes. Et ces packages, ils sont regroupés les uns à la suite des autres, du plus ancien au plus récent. La première chose qu'on fait quand on crée un bloc, c'est qu'en fait, on va inscrire une sorte d'empreinte digitale du bloc précédent. C'est ce qu'on appelle en fait une base de données à contrôle cryptographique. Parce que si jamais tu viens modifier une information dans la blockchain, tout de suite, ça se voit parce que les empreintes des blocs successives ne matchent plus. Alors, c'est C'est pour ça qu'on dit que c'est infalsifiable. Enfin, que c'est pour ça que c'est... Ça y participe. Okay. Mais c'est pas... Il n'y a pas que ça. Cette base de données un petit peu particulière, c'est sympa. Mais si je la mets sur une clé USB sous mon lit, il n'y a rien qui te garantit que je ne vais pas venir pendant la nuit pour la bidouiller et puis tu ne le sauras jamais parce que de toute façon, je suis le seul la copie. Ce qui est fort avec les blockchains publiques et avec Bitcoin, c'est que tu n'as pas qu'une seule copie qui pourrait prendre feu ou qui pourrait être bidouillée discrètement pendant la nuit. Tu en as 50 000 partout dans le monde. Et donc, on part du principe qu'il y a toujours un nombre d'acteurs supérieur honnêtes que d'acteurs malhonnêtes qui viendraient se rajouter des bitcoins ou autres. Alors, le premier cas d'usage, c'est qu'en fait, on peut tenir un registre pour faire ce qu'on appelle du cash numérique. C'est le cas d'usage de Bitcoin, de l'Ether, etc. Et tu comprends aussi pourquoi ce genre de base de données peut être utilisé pour horodater et rendre date certaine à des documents en inscrivant des empreintes numériques à l'intérieur. D'accord. Alors justement, on y vient, on rentre un peu plus dans le sujet. Est-ce que tu peux nous vulgariser un peu le fonctionnement justement de la
preuve blockchain. Là, tu l'as bien défini, mais l'intérêt, c'est la preuve aussi. Donc, Bien sûr, en fait, si tu veux, quand tu, passes une transaction sur Bitcoin, si par exemple je t'envoie, des bitcoins et ben tu as la possibilité d'ajouter, un certain nombre de caractères, un petit texte qui fait à peu près la taille d'un tweet. Hem et donc par exemple, si tu m'avais, payé un café, je pourrais te renvoyer 2 € sur Bitcoin et te dire: «Bah, merci, Delphine, pour le café» en message. Et bah, nous, à la place d'écrire: «Merci Delphine pour le café», ce qu'on va faire, c'est qu'on va inscrire dans des transactions, Bitcoin, une empreinte digitale, une empreinte numérique d'un document, de telle sorte que cette transaction soit diffusée dans le réseau et qu'ensuite l'empreinte, elle soit répliquée, sur toutes les copies de la blockchain qui, se synchronisent. Ensuite, si tu veux vérifier, qu'un document existait à un instant T, il suffit juste de recalculer, l'empreinte de ton document et de regarder si elle était inscrite, dans la blockchain, le 1er janvier 2023, par exemple. mais concrètement, l'empreinte numérique, c'est quoi? C'est des chiffres? C'est un code barre? C'est un QR code? C'est quoi? En fait, l'empreinte numérique, on la calcule avec une des fonctions qu'on dit de hachage, qui sont très similaires, à ce qu'on fait en matière de signature électronique ou Ah, d'isolue. d'accord. C'est une méthode qui permet de s'assurer qu'un document a pas été, altéré, modifié, sans révéler le contenu du document. Concrètement, tu vas prendre le document et tu vas obtenir une suite, de chiffres et de lettres qui fait une taille, finie. Et la particularité des fonctions mathématiques d'hachage qui permettent de calculer ce genre d'empreinte, c'est qu'en fait, elles sont dites, non, bijectives. C'est-à-dire qu'elles vont dans un seul sens. Un document donne toujours la même empreinte, mais l'empreinte en elle-même te permet jamais, de remonter, au document. Et du coup, c'est extrêmement pratique parce que tu peux inscrire en clair cette empreinte dans la blockchain sans révéler, tes, secrets d'affaires. C'est une technique en fait qui est utilisée partout en informatique et d'ailleurs, tu sais aujourd'hui dans les bonnes pratiques, quand, tu as un site internet et que tu vas stocker l'email et le mot de passe des gens, bah, tu vas jamais directement stocker l'email et le mot de passe des gens parce que sinon un hacker qui récupérait la base de données, il pourrait se connecter à leur autre service. À la place, tu vas stocker, une empreinte numérique, un hash, de l'email et le mot de passe, ce qui fait en cas de sinistre, ça donne pas accès à tes identifiants. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire, alors du coup, le rapport ou le lien entre blockchain et crypto-monnaie pour avoir un panorama bien complet? Alors déjà, la crypto-monnaie, moi, je pense que c'est un cas d'usage qui est essentiel. La blockchain, ça a été créé enfin Bitcoin, à l'origine, a été créé par un groupe de personnes qui s'appelle les cypherpunks et qui avaient qui sont des obsédés de la vie privée. Ils pensent que la vie privée, c'est pas que quand tu es, en chaussons, devant l'amour et dans le pré, mais que ça doit te suivre partout sur internet. Et en fait, ils ont un gros problème, c'est que le cash, est en train, de disparaître. L'Inde avait annoncé il y a quelques années qu'elle voulait être la première nation, débancarisée. On parle en ce moment, d'euros numériques et le jour où tu auras plus de cash et bah, ce sera extrêmement, facile, pour certains pays, tu vois, de couper, l'accès, à l'argent de la même manière que tu peux couper l'accès, à internet et donc, le fait qu'on ait Bitcoin, finalement, ça va nous offrir, une alternative et nous permettre de continuer de faire des transactions sans être systématiquement tracés, exactement de la même manière que tu le fais aujourd'hui avec des billets, qui demain, n'existeront plus. Le deuxième point sur lequel je pense que la crypto-monnaie, c'est extrêmement important, c'est que tu as plein, de pays, où la population est complètement, débancarisée et avec la disparition du cash, tu vois, ça pose un gros problème et Bitcoin leur permet, de faire des transactions. Ensuite, à quoi est-ce que Bitcoin ou la crypto-monnaie, ça peut servir dans un cas d'usage, comme le nôtre? Moi, je pense que c'est une condition essentielle, du fonctionnement, la blockchain. Tout le génie, de Bitcoin, en fait, il est basé sur le fait que les mineurs, les personnes qui sécurisent, le réseau et ben ils sont, incentivés financièrement, ils sont payés en Bitcoin pour prêter, leurs ordinateurs pour sécuriser, le réseau et les hackers, ils sont comme toi et moi, ils ont envie de remplir leur frigo, à la fin du mois et donc si tu veux, tant qu'il est plus intéressant de jouer avec le système et de sécuriser Bitcoin que d'essayer de le pirater pour se retrouver avec des bitcoins qui perdraient immédiatement leur valeur parce que plus personne n'aurait confiance, Mmh. dans le système et bah, Ouais. le système est sûr. C'est pour D'accord. ça que nous on est basé sur la blockchain Bitcoin parce que ça nous permet de bénéficier du même niveau, de sécurité. Et alors justement, on en vient. Du coup, tu l'as expliqué, les blockchains, du coup, ça se limite pas
aux crypto-monnaies, c'est ce que j'ai bien compris. Ça touche de nombreux autres domaines, les contrats intelligents, les NFT et l'IP. Et donc là intervient ta société Blockchain UIP. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ta boîte? Et carrément, nous, en fait, on simplifie et on automatise la protection des créations et des innovations. Tout est parti un peu du constat que dans la vie des affaires, il y a une sorte de discrimination entre les droits enregistrés, les marques et les brevets, qui sont généralement bien identifiés, et les droits non enregistrés, tout ce qui est droit d'auteur, savoir-faire, secret d'affaires, où là, c'est le bazar le plus absolu. Mmh. Et, et même si tu regardes d'ailleurs les chiffres de l'INPI, tu peux voir qu'il n'y a que 45 000, je crois, e-solo qui sont faits chaque année, contre 140 000 marques. Les droits non enregistrés sont complètement délaissés. Moi, je suis convaincu que c'est pas parce qu'ils n'ont pas de valeur, c'est juste qu'en fait, les solutions, elles sont trop chronophages et coûteuses. Il n'y a aucun juriste qui a envie de partir à 23 heures du bureau pour remplir des enveloppes solo tous les soirs. Et donc, après un rapide bilan coût-avantage, on s'est dit, on abandonne le day-to-day, on se concentre sur les milestones que sont les marques et les brevets. Avec Blockchain UIP, ce qu'on essaie de faire, c'est une solution qui soit tellement simple d'utilisation que tu puisses mettre en place un premier niveau de datation par la blockchain pour couvrir un peu tous les efforts des équipes produits et marketing pour créer de la valeur. C'est du coup un moyen, en fait, super simple de protéger et d'avoir date certaine. En fait, c'est ça, votre idée. Exactement. Je vais te donner un exemple. Nous, par exemple, on travaille avec une maison, une grande maison de mode. Et alors avant, ils allaient faire des constats d'huissier 4 fois par an, tu vois, pour les collections et puis pour les intercollections. Et le problème, c'est que tu as une période d'insécurité juridique, tu vois, entre la création réelle et le moment où tu as une mise sur le marché. Mmh. Il peut se passer plein de choses. Il peut y avoir des cas de coexistence fortuite, peut-être du turnover de designers. Et donc, quelque part, c'est presque un peu une fiction de redater 6 mois après. Nous, l'idée, c'est de dire, les droits d'auteur, ils naissent le jour même. Et donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne déléguerait pas directement aux designers, aux développeurs, aux ingénieurs la protection des créations pour avoir une vraie traçabilité, quoi. Et du Donc, coup, concrètement, ça marche comment, en fait? On se connecte à votre outil et là, on peut directement enregistrer les créations, c'est ça? En ouais, quelques clics? c'est une application de bureau que tu installes directement sur le poste du coup des opérationnels, ou des fois c'est des juristes et en fin de journée, ils peuvent venir déposer leurs documents, jusqu'à 500 documents en une seule fois, dans l'application. Et là, l'application, elle va calculer une sorte d'empreinte numérique du fichier, comme je t'expliquais tout à l'heure, et elle nous l'envoie à nous. Et nous, on l'inscrit pour nos clients sur les 50 000 copies de la blockchain Bitcoin pour prouver leur antériorité. Et ils obtiennent ensuite un certificat qui présente deux intérêts. Le point, c'est qu'il est vérifiable mathématiquement et surtout indépendamment de blockchain UIP. C'est-à-dire que tu peux le vérifier directement dans la blockchain, même si un jour blockchain UIP était amené à disparaître. Et deuxièmement, il est international by design, parce que la preuve blockchain, c'est une preuve mathématique. Et donc, les règles mathématiques, c'est les mêmes que tu sois en Chine, en Ouais, Angleterre ou en France, tu vois. Australie, ouais, d'accord. OK. Donc, à terme, c'est amené, pour moi, à devenir un standard international. D'ailleurs, ça a déjà été reconnu en Chine, en Italie. En France, on a eu une réponse ministérielle qui veut dire qu'il n'y a pas de raison de discriminer la blockchain. Aux États-Unis, donc je pense qu'à terme, on aura une standardisation et tout le monde utilisera la preuve blockchain parce que c'est plus simple à exploiter à l'international. Donc, tu nous as expliqué blockchain URIP. Donc, les juristes peuvent enregistrer au fur et à mesure. Donc, une fois qu'ils ont fait ça, qu'est-ce qu'ils ont en main, en fait? Ils ont une preuve, une empreinte digitale de leur création, c'est ça? Ils ont une sorte de portefeuille de droits IP non enregistrés. Donc ça peut être soit du droit d'auteur ou soit des secrets d'affaires, ça dépend du cas d'usage. Et donc évidemment avec une interface qui permet un peu dans une logique à Google de les retrouver avec des mots-clés, avec des tags, avec des plages de date. Le but évidemment, c'est que vu qu'on a des clients qui utilisent notre outil pour faire beaucoup plus de preuves que ce qu'ils faisaient avant, il y a un enjeu de classification. Hem et ils peuvent télécharger donc à tout moment leur certificat en cas de contentieux. La particularité aussi de blockchain UIP, c'est que moi je suis convaincu, tu vois, on a des clients, c'est des maisons de luxe qui existent depuis plus de 100 ans, et je peux pas leur garantir qu'on sera encore là dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Alors pour l'instant, tout va bien pour nous. On est rentable, on a des clients, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Et donc dès le début, on voulait en fait créer un outil qui permette à nos clients d'être 100% indépendants.
Et c'est pour ça notamment en OK. fait qu'on va se le brancher par exemple, tu vois, à SharePoint pour faire, de l'export en continu. Et ils sont pas dépendants de blockchain URIP. En fait, c'est ça. Exactement. On a D'accord. une fois qu'on a mis la preuve dans la blockchain, tu vois, ils vont la retrouver dans l'interface. Alors l'interface est super sympa, elle permet d'avoir des statistiques et cetera. Mais en parallèle de ça, on l'exporte automatiquement vers leur SharePoint, vers leur Dropbox, quel que soit l'outil qu'ils utilisent. Ce qui fait qu'ils sont aussi 100 indépendants à tout instant, tu vois? Et qu'ils peuvent même se débrouiller, avec les outils qu'ils ont en interne, avec un tableur Excel et les preuves, tu vois, qui sont exportées. Votre solution, elle est faite pour les droits de propriété intellectuelle qui sont pas enregistrables par ailleurs, comme les marques, les brevets? Mais le plus simple, c'est peut-être de te donner, quelques exemples. Tu vois, on va avoir des clients qui vont, utiliser la blockchain dans une logique un petit peu de rationalisation de leur portfolio IP et de cost cutting. Par exemple, si tu sors énormément de bagues, de bracelets, dans un monde idéal, tu voudrais faire du design patent, du dessin et modèle, à l'international, prendre la Chine, les États-Unis et cetera. Maintenant, il faut, quand même, que l'IP te rapporte plus d'argent que ça te coûte. Sinon ça présente aucun intérêt, tu vois? Et donc l'intérêt d'un outil comme Blockchain RIP, c'est que tu es pas obligé de dire: «Bon, bah, on va protéger certains trucs». Tu peux dire: «OK, on met en place un premier niveau de datation pour tout». On est protégé, tu vois, par le droit d'auteur, le parasitisme et par-dessus ça, on va viser, des créations, qui sont, très stratégiques et peut-être se payer un dessin et modèle, tu vois, en Chine, aux États-Unis, alors qu'avant on n'aurait pas pu le faire. Deuxième cas d'usage, tu as des boîtes qui ont pas forcément besoin d'avoir d'un droit enregistré. Je vais te donner un exemple, c'est pas des clients à moi, mais par exemple, Pandora. Pandora, je sais qu'ils déposent des dessins et modèles, en Espagne Ouais. et en fait, ils les déposent exclusivement en Espagne. Pourquoi? Parce que comme ils sont très visibles et qu'il y a plein de gens qui font des charms, des petites, perles, tu vois? Et beh, ils sont, constamment attaqués par des personnes qui disent: «Vous avez copié, nos charms» et donc en fait, ils veulent juste tuer, la nouveauté de quelqu'un qui viendrait faire un dessin et modèle autre part, tu vois? Et dans ces cas-là, en fait, est-ce que tu as besoin de dessins et modèles? C'est juste purement Oui, pas forcément. Mais par contre, tu as besoin de prouver, tu as besoin d'une date certaine sur tes créations, exactement. Autre cas de figure, c'est pour l'avant-brevet et le secret des affaires. Quand tu développes une invention, tu vas avoir 3 options. Soit tu vas déposer un brevet, soit tu le gardes, secret d'affaires. Il faut mettre en place des mesures raisonnables et délimiter le périmètre de son secret d'affaires. Tu vas l'identifier, c'est quand même la première étape parce que si tu sais pas que c'est un secret, tu peux pas reprocher aux autres de pas le ouais, savoir de non plus. Et puis la 3e option, ça va être la publication défensive. C'est tu vas publier dans un magazine pour empêcher, tes concurrents, de le breveter. Et bah, là, la blockchain, ça te permet de faire une première datation. Ensuite, tu choisis ce que tu fais et si par exemple, bah, tu déposes pas de brevet, parce que, tu décides d'allouer ton budget à quelque chose d'autre, tu vas pas te retrouver à payer des royalties pour une innovation que tu as développée en interne. Parce qu'il y a un truc qu'on appelle la possession personnelle antérieure, qui te permet en fait d'exploiter une invention, même si quelqu'un a un brevet pour ton compte. Tu peux en revanche pas donner de licence, mais tu peux l'exploiter sans être attaqué, pour contrefaçon. d'accord. Et alors, du coup, enfin, si tu peux le dire, comment vous fonctionnez, d'un point de vue tarif? On paye à chaque, dépôt ou, comment ça fonctionne Ouais. ou c'est un forfait annuel ou c'est un abonnement? Ou comment ça Une question intéressante parce que moi, ce qui m'a fait peur quand j'ai lancé Blockchain URIP, c'est qu'on essaie de faire une solution qui soit vraiment, simple. Tu peux déposer jusqu'à 500 documents. Tu peux même le plugger, par exemple, à ton SharePoint ou à l'endroit où mmh, tu stockes ton code pour que ça se fasse automatiquement. Le problème, c'est que les entreprises, elles sont, habituées à penser la preuve comme un acte exceptionnel. On finit la collection et donc on va chez le notaire en Suisse pour mettre un coup de tampon. En France, on préfère les huissiers et donc nous, on a fait le choix, en fait, de mettre, les preuves qui sont, illimitées et de pousser nos utilisateurs à en faire un maximum. Parce qu'on veut vraiment, tu vois, changer le paradigme. Demain, les droits IP non enregistrés, ça pourrait être aussi important que les droits IP enregistrés. D'autant plus que tu as énormément de nouvelles créations, le code, et cetera, qui peuvent pas mmh. être, brevetés, qui donc en fait sont très mal protégés aujourd'hui, quoi. Il faut changer les pratiques, en fait. Exactement. On veut, changer les pratiques, donc on a fait illimité en termes de preuves et illimité en termes d'utilisateurs aussi pour que, tu vois, les juristes, ils aient pas de frein à déléguer aux opérationnels ou à dire aux responsables, design, de faire des dépôts. Donc du coup, c'est une sorte d'abonnement ou de licence, annuelle ou? Nous, on va facturer en fait, par entité.
Donc, Ok. tu vois, un groupe, il va avoir plusieurs entités. Ce sont des portefeuilles Ouais. de droits IP enregistrés qui sont distincts. Et donc, ça va dépendre du nombre d'entités juridiques que tu as. Ok. Et alors, j'ai lu que le WIPO avait lancé une solution justement de datation blockchain. Est-ce que ça t'inquiète, toi, pour l'avenir de blockchain URIP ou... Le WIPO, ils ont effectivement lancé une solution blockchain qui s'appelait WIPO Proof et qui fait la même chose que nous. Alors, ça a été arrêté, pas parce que ça marchait pas, mais parce qu'en fait, les États membres ont pas revoté les budgets, ce qui est un peu dommage. Je pense que ça a fait beaucoup de bien à l'écosystème parce que ça a rendu notre truc crédible. Tu vois, à partir du moment où tu as WIPO qui propose une solution alternative, et ben, les gens Ouais. ils se disent que la preuve blockchain, c'est sérieuse. Et donc, en ça, c'est vrai que l'équipe de WIPO Proof bah, a beaucoup aidé, je pense, à la démocratisation la preuve blockchain. Moi, on me pose souvent la question, on me dit, bah, demain, imagine une solution de datation, ils mettent la preuve blockchain, est-ce que c'est un problème pour vous? Je pense que la valeur de ce qu'on fait, elle réside pas uniquement dans l'utilisation de la blockchain. La preuve blockchain, il y a 2 principaux intérêts. Tu as des intérêts qui sont liés directement à la technologie, c'est-à-dire que c'est une preuve Ouais. qui est vérifiable mathématiquement. Tu peux pas tricher, tu peux la vérifier avec des vérificateurs de preuve blockchain. Et puis elle est internationale by design, dans le sens, ça va être facile de l'utiliser en Chine, parce que ça a déjà été reconnu. Alors qu'aujourd'hui, bah, une enveloppe solo, tu peux l'utiliser en Chine, mais peut-être que ça crée un petit peu des frictions parce qu'ils savent pas, ce que c'est, ils en ont jamais vu. Et inversement, tu connais pas non plus, forcément Les systèmes nationaux, bah oui, de chaque pays. là-bas, tu vois? Donc ça, c'est les intérêts qui sont propres, à la technologie. Mais très souvent, en fait, quand on parle de preuve blockchain, on dit: «Ouais, c'est illimité, c'est pas cher et cetera». Ça, c'est pas des intérêts, des avantages qui sont liés à la technologie. Ce sont des avantages qui sont induits, et dans le sens où, tu vois, en fait, nous, en tant qu'acteurs, comme on n'a pas besoin de développer une technologie, propriétaire d'horodatage, cette technologie d'horodatage propriétaire, en fait, c'est Bitcoin et c'est la même pour tout le monde. Et bah, pour se distinguer, et bah, on est obligé d'innover sur l'expérience utilisateur et de proposer des solutions qui sont plus simples, à utiliser, plus user friendly. En fait, Bitcoin, c'est aussi une solution de datation. C'est pas que de la crypto-monnaie. Comme je t'ai dit, ouais, en fait, le bitcoin, à la base, bah, c'est une crypto-monnaie. Mais nous, on s'adosse, sur cette crypto-monnaie, pour faire de la preuve blockchain, en insérant justement ces empreintes numériques dans des transactions pour qu'elles soient écrites sur la blockchain. Et D'accord. l'avantage principal de ça, c'est qu'aujourd'hui, Bitcoin, c'est la blockchain la plus sécurisée. Tu as 50 000 copies. Si demain, tu vas créer une blockchain qui est dédiée à la propriété intellectuelle, et bah, ça reste une super niche et les volumes, ils sont faibles. Et donc, on n'a aucun intérêt à se mettre sur une blockchain, La qui niche, serait pas quoi. rentable, Ouais. alors tu vois qu'on peut bénéficier, du même effet de réseau et du même niveau de sécurité, que ce qu'il y a de mieux, en l'occurrence, en l'occurrence Bitcoin, ouais. Donc nous, en fait, on détourne un peu le fonctionnement de Bitcoin pour, horodater des documents. Mais on n'est pas les seuls à le faire. Tu as plein de gens, par exemple, qui vont certifier, des communiqués de presse en Bitcoin, ou qui vont faire de la traçabilité, de produits, sur Bitcoin, ou sur Ethereum. Tu peux construire tout un tas de cas d'usage, avec la blockchain. Ouais, donc il y a une vraie reconnaissance légale, en fait, de la preuve blockchain, quoi. Ça, c'est une question effectivement, qu'on s'est beaucoup posée à la création de Blockchain URIP. Moi, je sais que la preuve blockchain, c'est une preuve, froide, mathématique, tu vois? Il y a pas de raison, que ça fonctionne pas parce que la preuve, elle est libre. On peut trouver, par tout moyen, c'est la convention de Berne. Mais ce qui m'embêtait particulièrement, c'est qu'est-ce qui va se passer, le jour où, un juge, il se retrouve avec une preuve blockchain sur son bureau? Il peut pas sortir son iPad, pour vérifier la sincérité mathématique de la preuve et aller faire, Donc, il faut des experts, c'est ça? Il faut à chaque fois. ouais, on aurait pu avoir recours à des experts, mais ça deviendrait, Ouais, ça devient super lourd, quoi. là, ça devient Ouais. la preuve la plus chère qu'on ait jamais inventée. Ça n'a absolument, aucun intérêt. Nous, ce qu'on a proposé à l'époque, en fait, on s'est inspiré de la jurisprudence, sur les constats internet. Tu sais, il y a tout un tas de choses à faire. Il faut que tu vides ton cache, et puis, l'huissier, il note, tout ce qu'il fait pour, faire une sorte de procédure de vérification a posteriori de la preuve blockchain par, un huissier de justice. On a construit ça, une procédure avec Jérôme Legrand. Et en gros, tu vois, le jour où tu veux utiliser ta preuve devant le juge, tu vas lui donner le document original, tu vas lui donner la preuve blockchain. Lui, il va aller sur plusieurs vérificateurs de preuve blockchain indépendants, et puis il va juste dire: «Bah, voilà, sur le vérificateur, ça me dit que, bah, la preuve blockchain, elle est conforme». C'est le même fonctionnement aujourd'hui si tu veux utiliser, par exemple, une page, qui est sur la Webpack Machine. Tu peux pas juste imprimer,
ta page de la Wayback Machine ou de archive.org. Je vais t'expliquer ce que c'est s'il y a des gens qui ne savent pas. La Wayback Machine, c'est un site qui archive l'historique des sites, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, tu peux voir à quoi ressemblait la home de Blockchain UIP en 2018 en cliquant sur 2018 et tu vas voir le site à Et ça s'appelle comment? Tu peux répéter? Comment la ça Wayback Machine. C'est archive.org, la Wayback Machine. C'est un site d'archives des sites internet. D'accord. Et donc, tu peux utiliser la Wayback Machine comme preuve, c'est reconnu, mais à condition de faire constater la page par un huissier de justice, parce que sinon, évidemment, tu pourrais la modifier sur Photoshop, l'imprimer et donner n'importe quoi. Bah, c'est le même concept avec la preuve blockchain. Il te faut quelqu'un qui se fasse le passeur de cette preuve un petit peu technique au juge et qui vienne vérifier en fait sa sincérité mathématique et c'est l'huissier. Alors cette procédure, elle est complètement transposable. Tu vois, on a plusieurs clients qui l'ont fait en France, du coup, avec un huissier pour tester. On a des clients qui l'ont fait aussi en Suisse avec un notaire. Et je pense que tu peux transposer ça partout dans le monde. Et est-ce que tu peux nous dire un peu la consommation énergétique de la blockchain? Est-ce que c'est pas un frein à son utilisation dans les grandes entreprises avec leur politique RSE ou... C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, bah, dès que tu travailles avec un grand compte, tu vas avoir des audits de sécurité. On va te demander, mais on va également te demander de plus en plus de justifier de l'empreinte carbone de ton activité parce qu'il y a des normes que les entreprises s'engagent à respecter. En fait, il y a une grosse incompréhension sur le Bitcoin. Bitcoin consomme évidemment de l'énergie, c'est un fait. Mais nous, comme je t'ai expliqué, en fait, on va horodater des documents, on va horodater plusieurs documents une seule fois. Et le fait de regrouper plusieurs documents une seule fois, ça fait que si tu veux vraiment avoir une idée de la consommation d'une preuve blockchain, tu ne peux pas juste dire c'est la consommation d'une transaction. Il faut diviser la transaction par le nombre de preuves qui sont réalisées en une seule fois. Moi, j'ai fait le calcul et aujourd'hui, on est à peu près à 40 Wh pour une preuve, ce qui est l'équivalent d'une ampoule qui brûle pendant 1 heure ou d'un post ou de 2 posts qui sont publiés sur Instagram. Et en fait, avec l'adoption, et ben, c'est un chiffre qui va tendre vers le bas parce que plus tu mets de documents en une seule fois dans la blockchain, plus C'est effectivement. dégressif, quoi, en fait. Exactement. Et donc ça te présente un double intérêt, c'est qu'à la fois tu mutualises l'empreinte carbone, mais tu mutualises également le coût. Le deuxième point, en fait, moi, que je pense par rapport à Bitcoin, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent que la consommation énergétique de Bitcoin, elle est intolérable parce qu'ils ne comprennent pas à quoi ça sert. Tu vois, ils voient juste le cas d'usage monétaire et ils ont l'impression que c'est un jouet pour des crypto-millionnaires. Voilà. Et donc, en ce sens, même un tout petit peu d'électricité serait déjà trop. Moi, je pense que si tu adhères à la promesse de Bitcoin, tu te rends compte que c'est un outil qui va nous permettre de conserver une vie privée le jour où il n'y aura plus de cash et que c'est également un protocole de la valeur qui peut servir à horodater, à prouver tout un tas de choses et plein de cas d'usage intéressants. Et bah, c'est l'énergie qui est extrêmement bien dépensée, en tout cas beaucoup plus que beaucoup mieux que sur Instagram ou sur Snapchat. Et est-ce que, alors, une question un peu plus philosophique, mais à ton avis, comment les blockchains, elles vont révolutionner le monde? Révolutionner le monde, je sais pas. Révolutionner la vie, ça serait déjà pas mal. Non, en fait, vraiment, la blockchain, c'est une évolution qui est nécessaire parce que le protocole TCP/IP, tu vois, Internet, c'est fait pour transférer de l'information. C'est-à-dire que si je t'envoie par exemple une présentation PowerPoint ou cette vidéo qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux, et bah, c'est de l'information et si elle est dupliquée, ça ne pose pas de problème, c'est même mieux parce que c'est-à-dire qu'on voit plus cette vidéo. Et en fait, quand tu veux transférer de la valeur, par exemple de l'argent, eh bah, c'est un gros problème le fait que ce soit duplicable. Et donc, Bitcoin, c'est le premier protocole de la valeur qui, à côté d'Internet, ne nous permet pas de transférer l'information pour le coup, mais de transférer de la valeur. Et ça fait un moment en fait qu'on n'a pas de solution pour transférer de la valeur sur le web et on passe par des tiers de confiance. On met des bouts de scotch, tu vas avoir dans les Western Union, ce genre de choses, etc. Et donc, c'est la pièce manquante pour moi d'Internet. Puis comme je te dis, il y a également un énorme enjeu parce qu'avec la disparition du cash et le recours aux monnaies virtuelles, on va avoir une vraie traçabilité de toutes nos activités financières, ce qu'on fait en ligne. Et c'est quand même chouette de pouvoir garder une alternative à ça pour pouvoir continuer à faire des transactions qui ne vont pas entraîner un ajustement, par exemple, du coût de ton assurance ou du taux de ton emprunt. Alors, on va revenir un peu sur toi. Donc, toi, tu nous l'as dit au début, tu es juriste de formation. Qu'est-ce qui t'a plus surpris quand tu as créé Blockchain UIP? C'est rigolo, tu sais, à la fac,
on dit tout le temps, les cas pratiques ils commencent toujours pareil, c'est, le client vient vous voir. Quand j'ai lancé, Blockchain Your IP et ben, j'étais persuadé que ce qu'on faisait, ça avait énormément de valeur et qu'on allait révolutionner, la vie des juristes. J'étais un peu naïf et je pensais que les clients, allaient venir. En fait, je me suis rendu compte, tu vois, qu'ils allaient pas du tout venir. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Il faut aller les chercher et je pense qu'on n'est pas équipé quand on sort de la fac de droit, pour, ce genre de choses et en plus, on nous a pas appris à faire ça. Tu vois, on trouve ça presque un peu vulgaire. Il y a peu de pub qui se fait dans les cabinets d'avocats. L'aspect commercial, j'ai eu énormément de mal et tu sens que les juristes sont même pas sensibles, par exemple, à ce genre de choses. Je vais te donner un exemple tout bête, mais nous, on a un gros problème, c'est qu'on n'a pas le droit souvent, de mettre des témoignages clients ou des références clients sur notre site internet, tu vois? Et ça, c'est vraiment un truc de juriste, c'est quelque chose qu'ils vont refuser alors que si tu discutes avec le département commercial ou le département marketing, bah, ils vont systématiquement accepter parce qu'ils savent que c'est nécessaire au business et je pense qu'on n'est pas assez éduqués à ces sujets, quoi. Donc Mais ils veulent pas parce que c'est leur choix de communication, c'est ça, mais ouais, sinon c'est c'est ça. pas. Et quelles sont les difficultés auxquelles tu as fait face pour justement mettre en place ta Legal Tech? En fait, je pense que j'avais beaucoup de chance parce que, au début de tout projet, en fait, tu passes par un moment où tu gagnes pas trop d'argent, tu peux pas en vivre et moi, comme j'ai créé ça pendant que j'étais étudiant, j'étais en 3e année de droit, en fait, j'ai jamais senti de rupture. C'est-à-dire que, Ah oui. j'avais 300 € par mois pour vivre et donc quand je crée ma Legaltech, j'avais tout ça en 300 € par mois. Ensuite, j'ai été pendant, 1 année au RSA et j'ai pas eu l'impression de perdre, quelque chose. Aujourd'hui, je pense que ce serait beaucoup plus dur de le faire parce qu'à partir du moment où tu as un appartement à Paris, pas abandonner toutes ces choses. Donc je dirais que c'était vraiment le meilleur moment pour entreprendre. Est-ce que toi, tu sens encore dans les directions juridiques des freins en fait, qui existent pour se lancer dans des solutions comme ça, des outils Legal Tech? Le frein que je vois le plus, moi, c'est peut-être, l'implémentation. C'est un truc qu'on remarque pour implémenter Blockchain Your IP et ben, il y a besoin d'installer les applications, tout bête, c'est quelque chose qui prend franchement une demi heure. Mais, ne serait-ce que pour avoir un rendez-vous avec l'IT, je pense que, le juridique est pas forcément, prioritaire. Ce que je veux dire, c'est que je pense que les projets du juridique sont pas forcément priorisés par rapport Oui, aux pareil. projets Ouais. et donc ça, c'est un vrai souci et moi, je le vois même avec mes clients qui, eux, ont du mal en interne à avoir un créneau avec une personne, tu vois, pour faire un audit de sécurité, vérifier, est-ce que la solution, on peut l'installer sans problème. On a des clients et alors ils nous ont demandé de faire des évolutions, tu vois? Et nous, on essaye on veut qu'ils soient heureux, tu vois? Donc on a fait des évolutions super vite. C'était pour améliorer la recherche, sur l'application et donc je leur dis: «Bah, j'ai la nouvelle version». Et en fait, j'ai pas réussi à la faire installer à l'IT. Ça m'a pris 1 an, des relances et cetera et à la fin, mon client interne, il m'a dit: «Vas-y, mets dans l'objet de ton mail, problème sécurité urgent, installation», tu vois? Et comme ça, on a réussi à la faire installer, mais c'était Ah vraiment, oui, vraiment c'est dommage parce que du coup, compliqué quoi. ça freine les évolutions et ça freine un petit peu la digitalisation. C'est pas vrai dans toutes les boîtes, mais j'ai l'impression que dans certaines entreprises, c'est le cas. Hem, voilà. Est-ce que tu veux dire un petit mot de fin, peut-être sur nos échanges, sur ce droit tout simple que tu connais maintenant un petit peu? Je te laisse le mot de la fin. Mais écoute, ça m'a fait super plaisir. Je te remercie encore pour ton invitation. Moi, j'adore ton émission et je pense que c'est super important ce que tu fais, notamment pour, tous les étudiants aussi qui savent pas trop quoi faire et tu interviews régulièrement des professionnels. Donc bravo pour ce que tu fais. Tu reviens quand tu veux pour nous donner des nouvelles de Blockchain Your IP, les évolutions de la boîte, tous tes recrutements, les sites ça besoin de stagiaires, fais-moi passer l'information. Donc voilà, c'est avec grand plaisir en tout cas qu'on suivra ta Legal Tech. Bah, merci beaucoup. D'ailleurs, j'en profite, on recrute en ce moment un BizDev, en CDI pour nous rejoindre. Et donc, si jamais tu as des BizDev avec une affection Legal Tech qui écouteraient ton Ouais. podcast, du coup, qu'ils n'hésitent pas à me contacter sur LinkedIn. Ok, et ben je mettrai tes contacts évidemment dans le descriptif du podcast avec grand plaisir. Et puis je te dis quoi, bonne continuation et puis un grand merci d'être venu. Merci Delphine, À bientôt. à bientôt. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou discuter d'une innovation juridique, contactez-moi directement sur le site Tout droit tout simple ou sur LinkedIn. Bonne semaine!